Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les titres. Le Premier ministre sera connu dans les prochaines heures. C'est dans ce contexte que Eradjonar Mapian aurait rencontré l'ancien président de la transition Andrazouiln hier. La mouvance Ravalman seule dans la course pour briguer le poste de chef de l'opposition. Dans les actualités internationales, Kiev, la capitale ukrainienne, à feu et à sang. Depuis la nuit dernière, les forces de la sécurité ne reculent devant rien pour déloger les manifestants dans le centre-ville de Kiev. Et enfin, en Allemagne, un Rwandais condamné pour sa responsabilité dans le génocide de 1994, une première dans ce pays européen. Au lendemain de la victoire du MAPAR et du revers de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, Eradjonar Mapian veut relancer les négociations en vue de la nomination du futur Premier ministre et selon les rumeurs, l'identité du nouveau chef de gouvernement sera connue dans les prochaines heures ou au plus tard demain. Armis Arakdbe et Yves Chanel. Ce matin, au palais d'État d'Yavlou, Eradjonar Mapian reste bien discret au sujet de la nomination du Premier ministre. Aucune date n'est avancée. À Nosibé, le chef d'État a déclaré qu'il était le seul habilité à nommer le futur chef de gouvernement. Aujourd'hui, Eradjonar Mapian change de ton. Cela doit d'abord passer par des négociations. La Constitution est claire. Le chef de l'État définit la politique générale de la gestion de l'État. Le gouvernement a l'obligation de l'exécuter. Donc, le Premier ministre doit être une personne qui peut le faire, qui peut réaliser la réconciliation nationale, qui peut contribuer au développement du pays sur le plan économique. Il doit être quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et beaucoup de volonté à réaliser tout ceci. Au lendemain de la victoire du MAPAR à Timbazaz et du revers pour la majorité présidentielle, Eradjonar Mapian affirme ne subir aucune pression. D'intenses tractations politiques seraient en cours, mais l'avis de la Haute Cour constitutionnelle est clair à ce sujet. De leur côté, les forces de l'ordre se disent prêtes à prendre leurs responsabilités au cas où le chef de l'État fait appel à leur service pour occuper ce poste. Le Premier ministre ne sera pas proposé par les forces armées. C'est une décision qui doit être prise entre politiciens. Dans le cas où le chef du gouvernement est issu de nos rangs, je ne pense pas qu'il refuserait de prendre cette responsabilité, car on peut prendre ses responsabilités envers le pays, même en dehors des forces armées. La nomination du Premier ministre dépendrait aussi de l'élection des membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale, nomination prévue dans les prochaines heures selon les rumeurs. La nomination du chef de l'opposition est également sujette à débat actuellement. Qui sera le leader des opposants? Place qui lui confère de nombreux avantages aux frais de l'État, entre autres des véhicules de fonction et un budget spécial. Jusqu'ici, la mouvance Ravalman est seule dans la course et veut à tout prix obtenir ce poste. Soura Mansour. Une des places de la vice-présidence de l'Assemblée nationale revient au chef de l'opposition d'après la loi. Qui occupera ce poste? Pour l'instant, seule la mouvance Ravalman est dans la course au cas où l'identité du futur Premier ministre ne leur convient pas. Un Premier ministre issu du MAPAR, aujourd'hui la plateforme politique majoritaire à l'Assemblée nationale. Nous exigeons un Premier ministre, qu'il soit issu du MAPAR ou du HVM, qui saura collaborer avec le président. Nous allons juger de sa capacité de collaborer avec le chef d'État. Après, nous allons voir qui sera les partis politiques qui pourront nous rejoindre dans l'opposition. Ce n'est que par la suite que nous allons élire le chef de l'opposition. Jusqu'ici, rien n'a changé. Nous sommes des opposants. Hier, lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale, aucun parti politique en dehors du MAPAR n'était prédestiné à entrer dans l'opposition d'après les alliances politiques. Tous se sont ralliés pour abattre la candidate du MAPAR. D'un côté, le MAPAR et le GPS, et de l'autre côté, la majorité présidentielle, avec un seul et même objectif, soutenir Eradjonar Mapian.
Si j'ai bien compris, le MAPAR ne fera pas partie de l'opposition. La majorité présidentielle veut aussi soutenir l'actuel régime. Je peux vous affirmer, dans ce cas-là, que les opposants n'ont pas beaucoup de chances d'arriver à quelque chose. Bien sûr, il y a ce poste pour le leader de l'opposition. Si quelqu'un veut l'avoir, c'est juste pour avoir un siège. Il ne sera en aucun cas objectif. La Constitution inclut dans ses textes le statut de l'opposition et ce poste du chef de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, avec à la clé plusieurs avantages, entre autres un budget spécial offert par l'État et des voitures de fonction. Après le Premier ministre, le nom du futur chef de l'opposition est également très attendu par l'opinion publique. À Timbazaz, les députés sont passés au vote aujourd'hui pour élire les membres du bureau permanent de cette institution. On en parle un peu plus dans nos prochaines éditions. Le MAPAR est donc majoritaire à l'Assemblée nationale après l'élection de Christine Razanamassou à la tête de cette institution dans le camp de la majorité présidentielle. On parle de trahison de la part de certains députés ayant signé un deal avec eux quelques heures avant l'ouverture de la session spéciale. Reportage. En tout, le MAPAR et le groupe parlementaire spécial, le GPS, ont dans leur camp 77 députés, ce qui leur confère la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Quelques heures avant son élection, la nouvelle présidente de la Chambre basse était déjà sûre de sa victoire. Le rapport de force est dans le camp du MAPAR. D'abord parce que le MAPAR a le plus grand nombre de députés et même si 2 ou 3 groupes politiques vont fusionner, c'est là qu'ils vont peut-être atteindre le nombre de députés au sein du MAPAR. Mais le MAPAR a aussi ses alliés indépendants. De leur côté, la majorité présidentielle affirme la même chose. Ils auraient même plus de 80 députés selon Cité Ndjana Soulniek et 78 selon Giri Vandenarsou de la mouvance Ravalmanen. Lors des réunions qui se sont déroulées jusqu'à 3 heures du matin, nous avons eu 78 députés. Il y avait eu donc des députés qui ont changé de bord. C'est tout ce qu'on peut dire. Nous avons plus de 80 députés. Après la cérémonie d'ouverture de la session spéciale, les tractations politiques se sont encore poursuivies jusque dans les couloirs du palais. Manœuvre qui aurait donc échoué. Vers le début de la soirée, le MAPAR signe notre victoire sur ses détracteurs, victoire qui ne facilite pas la tâche à Iradjon Armapian, qui n'obtient pas la majorité à l'hémicycle avec ses 69 députés. Voilà pour les actualités nationales. À l'étranger, c'est une nuit de chaos et de violence qu'a connue Kiev, la capitale ukrainienne, depuis le début de la crise, il y a 2 mois, même depuis l'indépendance du pays. Il n'y a jamais eu autant de victimes. Le bilan officiel est d'au moins 25 morts depuis le début de l'assaut hier des forces de la sécurité sur la place de l'indépendance. Les batailles rangées se sont poursuivies toute la nuit. France 24. À feu et à sang. La place de l'Indépendance, occupée depuis 3 mois par les manifestants, a subi toute la nuit les coups de boutoir des forces anti-émeutes. Chaque camp compte ses blessés et ses morts. Les manifestants ont fait de la cathédrale Saint-Michel un hôpital de fortune. La plupart des gens qui nous sont amenés souffrent de blessures par balles. On a 20 équipes chirurgicales sur 3 étages. À peu près 20 personnes sont mortes, la plupart à cause de blessures par balles. Il y a plus de 400 blessés. Les tentes des manifestants, des piles de pneus et du bois ont brûlé toute la nuit. Le feu s'est aussi déclaré dans ce bâtiment, un immeuble normalement occupé par une union syndicale et qui est devenu le quartier général de la contestation. Malgré la violence et les morts, les manifestants tiennent, du moins pour l'instant. La guérilla va continuer dans les régions, dans les villages, dans tous les districts. Nous allons tout détruire. Nous allons mettre le feu pour réclamer la justice, parce que nous n'avons plus rien à perdre maintenant et nulle part où aller. La nuit du 19 février est la plus meurtrière depuis le début de la crise, mais aussi depuis l'indépendance de l'ancienne République soviétique.
Autre sujet dans l'actualité internationale, une première en Allemagne, première condamnation d'un Rwandais pour sa responsabilité dans le génocide de 1994. L'homme avait trouvé refuge en Allemagne il y a 11 ans, poursuivi par un mandat international. Son procès aura duré 3 ans. France 24. C'est cet homme, Onesphore Rwabukombe, qui vient d'être condamné à 14 ans de prison par le tribunal de Francfort. Une peine prononcée pour avoir participé au génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Il a été jugé coupable d'avoir ordonné le massacre de 400 personnes dans l'église du village de Kiziguro, village dont Rwabukombe était alors le maire. Le procès de cet homme de 56 ans a eu lieu en Allemagne car c'est ici qu'il a fui et demandé l'asile politique en 2002 malgré le mandat d'arrêt international qui pesait sur lui. La justice allemande se félicite de ce verdict, tout comme les observateurs internationaux. Nous espérons lancer un signal international à travers ce verdict pour dire que les crimes contre l'humanité ont été combattus et qu'ils peuvent être poursuivis dans le monde entier. Aucune personne ayant commis de tels crimes ne peut espérer ou penser qu'il y a un havre de paix pour elle. Le procès a duré 3 ans, 100 témoins se sont succédés à la barre. Rwabukombe a toujours clamé son innocence, mais il n'a pas fait appel de la décision pour l'instant. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite de programmes sur Viva. Au revoir.